Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis chargé d'être le premier speaker de cette édition de TEDx Université de Lyon 3. Petit mot sur moi, qui suis-je? J'ai 22 ans, je suis étudiant à Washington et pas en France, et vous allez en comprendre les raisons. Mais avant tout, et la raison qui me pousse à parler ici d'empowerment des jeunes, d'implication et de prise de pouvoir, c'est parce qu'à 18 ans, après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai réalisé qu'on avait un énorme problème en France. Comment est-ce qu'on allait faire pour ne pas laisser les terroristes, les extrémistes, qu'ils soient religieux ou politiques, diviser notre société? Et comment est-ce que nous, la jeunesse, on allait pouvoir influer ça et faire en sorte de réparer les blessures qui étaient ouvertes? Alors j'ai ouvert une ONG qui s'appelait Réveil Citoyen. Pendant 3 ans, je l'ai dirigée. Ça a été un énorme plaisir dans ma vie et une très grande étape pour moi. Il y a un peu plus d'un an, après avoir quitté la direction de cette ONG, je me suis posé la question, qui est le futur de la jeunesse? Ce sont les jeunes dans les pays en développement, principalement. Et la démographie et la croissance démographique l'expliquent. Les chiffres sont clairs. Si l'on veut construire un monde plus équitable, plus juste et plus en paix, nous allons avoir besoin de leur collaboration totale. Et donc j'ai ouvert une nouvelle ONG qui s'appelle Young Enough Ambition. Et le but, c'est de donner à ces jeunes dans les pays en développement tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir développer leurs initiatives. Mais voilà, en France, pour moi, ça a toujours été très dur de mener de front mes études et ces initiatives. De plus, je travaillais. Vraiment dur. Alors, il y a maintenant 6 ou 7 mois, j'ai claqué la porte du système français, sans avoir un diplôme, et je suis parti étudier aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un problème de par où l'éducation passe. Aujourd'hui, l'éducation en France, c'est assieds-toi, tais-toi et écoute. Il n'y a pas d'éducation de l'élève vers l'élève ou de l'élève vers le professeur. C'est uniquement le professeur vers l'élève. Aucune opportunité d'apprendre des uns et des autres. Pourtant, notre jeunesse en France, on a énormément à apprendre d'elle. Elle est ultra impliquée dans la lutte contre le changement climatique. On a le réseau associatif parmi les plus puissants du monde, avec plus de 200 associations pour 10 000 habitants. C'est tellement plus que l'Allemagne qui en a 70, tellement plus que les États-Unis qui en ont 57. Mieux, et ça c'est pour la jeunesse, plus 34% de participation des 15-35 ans en France entre 2015 et 2016 dans le réseau associatif. Autant vous dire que notre réservoir d'énergie de la jeunesse est gigantesque. J'aimerais vous parler d'un exemple qui, je crois, représente très bien les problèmes que beaucoup de jeunes ont en France. Léa Moukanas, elle a fondé une association qui s'appelle AIDA, qui lutte contre le cancer de l'enfant. Un sujet tellement important. Elle avait 15 ans quand elle s'est dit « je vais faire quelque chose ». Elle allait toquer à toutes les associations qui traitent de ce problème. Toutes, sans exception, lui ont répondu « tu es trop jeune. Finis tes études d'abord, reviens le voir après ». Et bien elle a dit « non, stop ». Et à 15 ans, elle a créé son association. Maintenant, elle a 18 ans, plusieurs centaines de bénévoles, 80% ont moins de 18 ans. Mais le problème, c'est que ce genre de personnage, qui est admirable, est trop rare dans notre société. Parce que trop souvent, notre système d'éducation nationale nous apprend que notre ambition, il faut la revoir à la baisse. Alors comment faire? Comment faire pour que ça change? Comment faire pour que l'on puisse enfin faire soulever les ambitions de la jeunesse et les laisser s'exprimer? Il faut diversifier l'apprentissage. Le tronc commun, ça ne va pas. Le tronc commun aujourd'hui, c'est tout le monde étudie la même chose, au même niveau et en même temps. Des matières qui parfois ne nous importent très peu. Alors oui, il faut que nous ayons tous des bases pour avoir un raisonnement logique. Oui, il faut que tout le monde sache compter. Oui, il faut que tout le monde sache faire des analyses de l'écriture qui ont du sens. Oui, mais tout le monde n'est pas obligé d'apprendre en même temps à faire des fonctions à multiples inconnus. Donc, il faut que l'on considère avant tout de nouvelles matières. Il faut que l'on puisse introduire une dose de spécialisation, parce que la professionnalisation dans la scolarisation, ce n'est pas un gros mot. Nous devons pouvoir être capables de proposer de la géopolitique, des sciences marines, et toutes sortes de matières auxquelles on ne pense pas, et qui sont beaucoup moins généralistes que celles que nous avons aujourd'hui dans notre système scolaire. Et ensuite, il faut que nous puissions considérer l'extrascolaire, l'art, la danse, la musique. Ce n'est pas parce qu'on fait de la flûte à bec pendant 1 ou 2 ans au collège que l'on arrive à ouvrir notre esprit à ces arts. Pire, ceux qui le font en dehors,
c'est considéré comme séparé du scolaire. Or, l'extrascolaire et le scolaire, ça va ensemble. Ça ne peut pas être séparé. Un élève extrascolaire le sera très probablement dans le scolaire. Et beaucoup de pays dans le monde l'organisent de cette façon. Donc, il faut que cet extrascolaire puisse compter dans la notation de l'élève. Ensuite, deuxième pilier, learning by doing. C'est quelque chose qui est très répandu dans les pays anglophones. Mais en France, ça ne l'est pas. Et il faut que l'on puisse le développer. Mais nous avons un énorme obstacle à ça. C'est que nous stigmatisons les filières professionnelles. Dans un conseil de classe, quand tu entends les professeurs faire le bilan de tes études et te dire « bah toi tu finiras en lycée pro hein, ou en bac pro hein. », mais c'est quoi? C'est une insulte? Alors que beaucoup d'élèves, des milliers, des millions d'élèves auraient pu bénéficier d'un enseignement professionnel bien avant, si on leur avait donné les outils pour pouvoir comprendre ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc on stigmatise ces filières pro dont nous avons plus besoin que jamais. Pire, des matières disponibles en lycée pro, qu'est-ce qui empêche des personnes qui sont dans une filière générale d'y aller et d'apprendre? Une mixité est possible. Enfin, moi, j'aimerais parler d'un exemple qui, je pense, est très représentatif de ce manque de learning by doing, qui sont les stages de troisième. Vous l'avez tous fait ici. C'est même pas une blague, tellement ce n'est pas drôle. Vous êtes là pendant une semaine, ou à être un boulet, ou à observer de loin. Quelques chanceux d'entre vous, j'en suis sûr, ont eu de très bonnes expériences. J'ai eu une très bonne expérience. Mais on ne nous apprend pas à nous impliquer dans la vie de l'entreprise ou de l'entité dans laquelle nous sommes. Nous sommes là en qualité d'observateurs. Qu'est-ce que ça apprend à notre jeunesse? Qu'on est bon à rien? Que ce qu'on a appris, que ce soit l'expérience de la vie, dans l'extrascolaire ou dans le scolaire, ne sert à rien? Je n'ai pas dit que vous deviez redresser les comptes de l'entreprise. Mais vous pouvez participer à la vie de cette entreprise dès le début d'une scolarité au collège ou au lycée. Et moi, je pense aussi que vous devez être rémunéré. On ne vous parle pas de faire une semaine entièrement rémunérée, je vous parle de faire plusieurs journées pendant toutes vos scolarités dans lesquelles vous êtes en entreprise et vous êtes rémunéré pour le travail que vous faites. Parce que tout comme les stages pour les majeurs non payés, c'est un scandale que le travail ne soit pas rémunéré. Troisième pilier, c'est la flexibilité de l'éducation. Nous avons besoin de développer des systèmes de classe à niveau gradué. C'est-à-dire, j'étais très mauvais en maths pendant toute ma scolarité. Et ben moi, j'aurais aimé ne pas être dans la même classe de personnes qui étaient excellentes. Pourquoi? Parce que je les retardais. Et parce que ça ne leur bénéficiait en rien d'avoir quelqu'un qui va entraîner la classe en dessous. Ce dont j'avais besoin, c'est d'être mis dans une classe de mon niveau pour pouvoir apprendre avec des gens de mon niveau. Dans les pays anglo-saxons, dans certains, ils ont un système de algèbre 1, algèbre 2, algèbre 5. Mais aussi d'anglais 3, anglais 1, SVT, histoire. Bref, peu importe que vous ne soyez pas dans la même classe de 4e, vous allez étudier avec des personnes qui ont un âge différent du vôtre. Et toutes les études, la très 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 grande majorité des études qui ont été faites dans les pays qui appliquent ce système montrent que la mixité sociale est bénéfique à tout le monde et que cet échange entre les différents âges au sein même d'un établissement, alors que parfois il n'y a que 1 ou 2 ans de différence, bénéficie sur le long terme, encore une fois, à tout le monde. Et enfin, quatrième pilier, il faut qu'on définisse la vision de notre enseignement. Qu'est-ce qu'on veut pour la jeunesse de demain? Le système français, le logiciel d'éducation français est périmé. Il est obsolète et on n'a pas pensé à le réformer. C'est très difficile de le faire, mais on n'y a pas pensé. Et la vision de l'enseignement, je vais prendre encore un exemple qui me semble représentatif, qui est qu'on parle beaucoup de jeunesse ouverte et mobile avec Erasmus, mais ouverte et mobile à quoi exactement? Il faut qu'elle soit mobile en France, il faut qu'elle soit mobile en Europe, il faut qu'elle soit mobile dans le monde. Oui, mais comment on fait ça? Par la langue étrangère. Aujourd'hui, 12% des collégiens en France ont un bon niveau d'anglais. C'est 84% en Suède. Alors, moi, je veux bien entendre que le système suédois a des défauts. Il en a certainement. Je veux bien entendre que le français est très important en France, parce que la francophonie est importante, et qu'il faut pérenniser le français dans le temps et le mettre sur un piédestal. Mais même tout ça n'excuse en aucun cas 12% d'un bon niveau d'anglais au collège. Rien. Solution, l'immersion totale. L'immersion totale, ce sont des cours non pas de LV1 en LV1, ça semble assez logique, mais des cours, ce qu'on a proposé de variantes, la géopolitique, les sciences marines, dans la langue de votre choix. Bref, vous l'avez compris, énormément de challenges devant nous,
C'est pas facile, mais tout ça, ça va dans la catégorie du youth empowerment. Parce que si on ne donne pas à la jeunesse les outils pour qu'elle croie en elle-même, eh ben ça va être très dur d'avoir une jeunesse qui représentera le futur de la France. Ce youth empowerment, essayez de le traduire en français. C'est pas représentatif, ça? La seule chose que j'ai trouvée en français qui représente bien ces deux mots, c'est libérer le potentiel de la jeunesse. Et ça ne représente pas le vrai sens de youth empowerment. Donc, il faut qu'on prenne notre chance, parce qu'on ne nous la donnera pas. Mais les adultes dans cette pièce, donnez leur chance aux jeunes, qui ont énormément à prouver, oui, mais qui ont surtout énormément à donner. Et nous devrons, nous les jeunes, résister à une opposition qui est structurelle. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'éducation nationale le mammouth des politiques publiques. Mais nous devons le faire. Et il va falloir que l'on s'entraide. L'un de nos plus grands obstacles, c'est que quand un de nos amis nous parle d'un projet, on fait « mais attends, tu ne veux pas te concentrer sur tes études, attention, ça va demander trop de temps, mais tu es sûr que tu peux faire ça parce que tu n'as pas de compétences, parce que tu n'étais pas dans ce milieu avant, tu n'as pas eu d'expérience professionnelle dedans, qu'est-ce qui te fait penser que tu vas y arriver ?» On se met des bâtons dans nos propres roues. Supportons-nous entre jeunes. Aidons-nous. Et créons une jeunesse qui puisse prendre ce pouvoir. Et je vais finir sur une phrase de Françoise Sagan, qui dit que la jeunesse, c'est la génération la plus raisonnable. Alors au boulot. Voilà.